Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle des rituels, pas des routines d'ailleurs, il faudra bien marquer la différence, peut-être pour se sentir mieux dans l'entreprise et on en parle avec Makeba Chamri. Elle est fondatrice du Bureau des rituels et elle a écrit un livre, Les rituels en entreprise, la nouvelle énergie de transformation, c'est sorti chez Erol. Smart Philo, la philosophie avec Thibaut Brière, philosophe en entreprise. L'entreprise, une nouvelle idole, peut-être une nouvelle forme de religiosité. On va en parler avec lui dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH, on parlera de l'absentéisme. On en a beaucoup parlé pendant la période Covid. Où en sommes-nous exactement? Est-ce que l'absentéisme baisse? On fera le point parce que cela a un coût évidemment très lourd pour l'entreprise. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, recrutement, la chasse est ouverte. J'aime beaucoup ce titre et on en parlera avec Olivier de Préville, président fondateur de Headhunting Factory, pour peut-être un chasseur d'ailleurs. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job et aujourd'hui on parle d'un sujet alors qu'on va essayer de vous expliciter les rituels, peut-être pour transformer votre vie en entreprise, pour créer peut-être plus de bien-être et on en parle avec Makeba Chamri. Bonjour Makeba. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, fondatrice du Bureau des rituels. Vous me disiez que vous étiez un peu inspirée du Bureau des légendes. Absolument. Bon, d'abord le bureau parce que je voulais absolument que les rituels, moi mon focus c'est vraiment en entreprise et je voulais absolument qu'on ne confonde pas avec des rituels cosmétiques ou des choses un peu plus ésotériques. Et puis effectivement, vous l'avez bien vu, je me suis inspirée du Bureau des légendes parce que le Bureau des légendes, ce que j'ai adoré dans cette série, c'est vraiment le fait qu'on ne peut pas résister en fait à notre part émotionnelle, Malgré les règles, profond, malgré les cadres. Malgré les règles, malgré les cadres. Et les rituels au fond, c'est cela aussi. C'est vraiment de retrouver notre part relationnelle au travail et pas uniquement notre part opérationnelle. Je ne voudrais pas oublier Édouard Malbois, parce que quand on écrit un livre à deux, le co-auteur est toujours content. Lui aussi a rayonné comme vous dans un parcours assez intéressant dans des grandes entreprises, des petites unités, mais aussi dans l'humanitaire, finalement à travers tout l'écosystème finalement des entreprises. Vous démarrez dans votre livre, parce que ça va peut-être nous aider à comprendre exactement ce que vous voulez dire par le mot rituel. C'est Lévi-Strauss qui dit « Le rituel est pour lui une réponse à une anxiété logique innée à la rationalité humaine qui permet un découpage entre le monde discontinu et le monde continu ». J'ai envie de vous dire, après cette définition, on n'est pas plus avancé. C'est quoi votre définition du rituel ? Mais en fait, les rituels, déjà, il faut vraiment se dire que c'est des invariants de la condition humaine. Hein. C'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures, sur tous les continents. Et c'est vraiment ces moments collectifs, ces actes symboliques qui permettent aux communautés de traverser les passages, les transformations. C'est des célébrations, c'est des cérémonies, ça peut être des danses. Mais en gros, c'est vraiment ces moments augmenter ces espaces qui structurent et cimentent la vie des communautés depuis toujours. Est-ce qu'un apéritif le vendredi soir entre amis, c'est un rituel ou une routine ? Alors, un apéritif, justement, juste comme ça, c'est plutôt une routine organisationnelle. C'est justement pas vraiment un rituel. Dans le monde de l'entreprise, en tout cas, on confond souvent les rituels et les routines. Je n'ai rien contre les routines, c'est très important, mais ce n'est pas la même efficacité que les rituels, dans le sens où dans les rituels, on va mettre une intention. Ça va être quelque chose qui ne va pas être mécanique. On va vraiment donner du sens. Parce que le mot rituel, très important, vient vraiment du latin ritus, qui signifie ordonnancement, c'est-à-dire structuré avec du sens. On le verra tout à l'heure dans notre rubrique philo, on parlait de religiosité, mais quand on parle de rituel, on parle de religion, on parle d'une codification d'un certain nombre de gestes presque liturgiques quand on parle de l'Église. Là, il y a un protocole qu'on respecte. Il y a un protocole, une règle, une organisation. Là, on revient au monde païen, mais vous avez donné la parole dans ce livre qui est très bien écrit à Nabil, bien écrit d'ailleurs avec des illustrations, je le dis, qui sont magnifiques et qui nous font comprendre aussi cette question. Des illustrations de Véronique Dehaye. Exactement. Oui, tout à fait, parce qu'on a pris le parti, effectivement, aussi d'avoir une approche poétique et pragmatique. C'est vraiment ça, les deux côtés, parce que ce que sont les rituels aussi, c'est des actes, et en même temps, ils enchantent, ils émerveillent notre quotidien. Alors, vous avez un garçon qui s'appelle Nabil, vous le citez dans le livre. Au début, il est assez rétif il travaille dans un centre d'appel, il est le directeur financier, donc il a un poste à responsabilité, il est très, très, très résistant
à votre proposition. Et puis petit à petit, il va cheminer et il fait une comparaison. Il dit, avant de plonger, je faisais du snorkeling en surface et j'avais l'impression de tout avoir vu sans avoir besoin d'en faire plus. J'étais dans un temps court, sans initiation. Mon masque me donnait une perspective globale dans le mouvement et les bruits de la surface. Lors de ma première vraie plongée, j'ai tout saisi en immersion, dans le silence des profondeurs, dans le souffle lent de ma respiration, de mon face-à-face improvisé avec le milieu marin, dans l'accomplissement d'une forme d'initiation, dans le voyage du temps long. Vous le lisez tellement bien, c'est merveilleux. Oui, je vous remercie, Makeba. Il dit bien finalement cette espèce de différentiel entre espèce de vide surface de l'entreprise et quand on plonge, c'est ça finalement le rituel, c'est d'aller plus en profondeur. Exactement, c'est vraiment cette profondeur émotionnelle qu'on va rechercher. C'est vraiment ces moments à valeur ajoutée. C'est finalement de façon très simple en entreprise, un rituel, ce que j'appelle un rituel corporate, un rituel dédié à l'entreprise. Ça va être justement ces moments où on va prendre le temps de la relation dans un cadre sécurisant, ressourçant, régénérant. Et prendre ce temps de la relation, c'est essentiel aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est. Ça veut dire que quand vous vous déplacez, bon, et bien sûr ce livre est un outil, mais avant d'écrire ce livre, vous implémentiez dans l'entreprise des rituels, ces nouvelles organisations en quelque sorte. On est résistant, il y a de la résistance, les COMEX, les managers sont un peu résistants, ils vous disent, ah oui, effectivement, ça peut recréer une autre dynamique. Comment ça se passe ce rapport au rituel ? Il y a de toute façon toujours de la résistance au changement dans les entreprises, donc ça c'est normal. Donc ça freine un peu au départ ? Donc ça freine toujours au départ, donc on fait toujours dans des disciplines pionnières comme le sont les rituels, parce que j'ai quand même travaillé avec des chercheurs, des universitaires en anthropologie, en sciences de gestion, pour justement tracer ces correspondances entre les rituels des traditions millénaires et le monde corporel d'aujourd'hui, pour aboutir vraiment à une méthodologie unique, avec un protocole précis, avec 4 familles de rituels, célébration, cohésion, création. Donc les entreprises sont quand même rassurées par une méthodologie qui est quand même extrêmement concrète, extrêmement précise, avec bien sûr des ateliers où les gens peuvent expérimenter, mais on a toujours de la résistance au changement au départ. Mais je peux m'appuyer quand même sur au moins plus de 15 ans d'expérience quand même dans l'innovation managériale. Et ça se transforme en quoi ? Parce que là, vous citez l'entreprise croustillante, celle-ci, vous la décryptez. En fait, qu'est-ce que ça change ? Tout à fait. Les 4 bénéfices des rituels, on va dire les dimensions, il y a vraiment des bénéfices, la dimension de régénération. C'est-à-dire que ça va vraiment amener de l'oxygène dans le système du vivant, du sentiment d'appartenance. Il y a la dimension symbolique, c'est-à-dire que le fait d'utiliser des symboles va nous permettre de représenter autrement en fait nos difficultés ou nos succès. Et de les mettre un peu plus loin, de les regarder différemment. Exactement, de les regarder différemment. Il y a la dimension anxiolytique, extrêmement essentielle aujourd'hui, c'est-à-dire que le rituel va stabiliser nos émotions, va libérer les angoisses, ça va apporter du confort psychologique dans nos... Aujourd'hui, c'est essentiel de faire vivre ça dans les entreprises. Et juste la dernière dimension, qui est la dimension holistique, c'est-à-dire que le rituel est un acte. Il va vraiment travailler le corps, le cœur et l'esprit, et donc nos différentes intelligences, créatives et pas que notre intelligence rationnelle. Et ça, c'est donc émotionnelle, vous l'évoquiez tout à l'heure. Exactement, émotionnelle, créative. Et donc ça nous permet aussi d'appréhender mieux la complexité du monde, et ce qui est très important. On va dire que j'ai envie vraiment de revenir, le constat quand même en entreprise aujourd'hui, pourquoi les rituels, quelque part, il y a urgence aussi, c'est très important pour moi de vous le dire. Parce que l'entreprise est un peu perdue, les salariés sont un peu perdus dans l'entreprise. Disons qu'il y a une incertitude quasi insoutenable aujourd'hui entre 2 ans de pandémie, la guerre en Ukraine, la crise écologique, la crise économique qui se profile. La crise économique qui se profile, et donc la crise de santé mentale, de psychique qui va peut-être arriver. Donc une souffrance existentielle, quoi. Exactement. Donc ça, c'est quand même très important. Et en entreprise, quel collectif allons-nous réinventer avec le travail distanciel ? Quand même, quand allons-nous décider de nous rencontrer ? Comment incarner une culture commune ? Comment créer, en tout cas, cette cohésion et nourrir ce sentiment d'appartenance ? Le livre est à la fois bien écrit et très concret, parce qu'à la fin, vous nous prenez un peu par la main sur des fiches numérotées avec des exemples. Là, je suis sur les jardiniers du changement. Alors, il y a une métaphore avec la graine. Ça consiste en quoi ? Parce que là, il y a un débat aussi, je dirais, de formation, parce que les managers ne sont pas formés. Il faut les former à ça. Tout à fait. C'est pour ça que donc, la première étape, c'est vraiment une discipline en émergence. Donc la première étape, il faut de la formation. Les 2 formats, exactement, c'est de la sensibilisation, justement à travers aussi des conférences, de la formation, des masterclass, et une deuxième étape,
avec des ateliers de workshop, on peut expérimenter. On peut vraiment se dire, c'est quoi le protocole, qu'est-ce qu'une ouverture, une clôture, quelles sont les postures à avoir, et où justement on les prend par la main, on les embarque petit à petit, pas par petit pas, dans l'aventure des rituels, qu'une aventure magnifique. Partagé lors du premier tour de table un changement observé dans la société en général et qui a marqué. C'est-à-dire que les premiers mots que l'on dit, c'est pas du corporate. C'est quelque chose qui me marque. On peut dire la guerre en Ukraine, ça peut démarrer par la guerre en Ukraine. Exactement, parce qu'on fait pas de différence finalement. L'idée, c'est de ne pas être dans la dualité. On est la même personne au travail et chez soi, et c'est extrêmement important de pouvoir justement déposer ses émotions, ses ressentis, son vécu, mettre de la clarté sur l'énergie de chacun aussi pour pouvoir avancer mieux ensemble et déployer tout son potentiel. Les premiers résultats, parce que là par exemple vous citez Croustillante, vous l'avez accompagné, parce que c'est un vrai travail d'accompagnement, vous êtes physiquement là, ça a donné quoi au final, les retours de la direction, qu'est-ce qu'ils vous ont dit du ressenti ou du regard qu'ils portaient sur leurs collaborateurs, ou tout simplement les témoignages des collaborateurs d'ailleurs? En fait, ça transforme vraiment. C'est une entreprise à la croisée des chemins. Hein. C'est une entreprise où on n'a pas donné à la base de vrais faits réels. C'est une vraie histoire d'entreprise, mais qu'on a avec un peu de fiction. Hein. C'est comme en thérapie, il y a 4 séances en une. Donc là, c'est un peu le même procédé. Et dans cette entreprise, évidemment, les choix stratégiques sont transformés parce que quand on se connecte finalement aux autres, quand on est dans une dynamique vertueuse, c'est même au niveau on va être connecté. C'est une aventure humaine en fait. Humaine, exactement. On va être plus connecté sur les territoires. On va changer de manière de former. On va changer de manière de diriger. On va plus miser sur l'intelligence collective et travailler ensemble. Et travailler ensemble et travailler avec son écosystème et en respectant l'écologie des territoires. Merci Makeba Chamrine de faire partager, parce que c'est quand même une formation en cours, en tout cas c'est un secteur, une méthodologie qui est en développement, hein, les rituels, et que vous développez, vous essaimez avec Édouard Malbois dans ce livre, illustrations de Véronique Deshaies, qui sont vraiment des super illustrations. Les rituels en entreprise, c'est sorti chez Erol, et puis il y a le bureau, non pas des légendes, mais des rituels, ça c'est votre entreprise, et vous êtes au contact de ceux qui veulent s'ouvrir justement. Merci d'être venu nous rendre visite. Ça va vous intéresser, la rubrique suivante, Smart Philo, on parle peut-être d'une nouvelle forme de religiosité, une sorte de religion d'entreprise. On va essayer d'y voir plus clair, évidemment, avec Thibaut Brière, notre invité. Smart Philo. Tiens, on va presque faire un pont avec ce qu'on vient d'entendre sur les rituels. Bonjour Thibaut Brière, ravi de vous accueillir. Philosophe, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous vous penchez alors chaque semaine ou régulièrement sur des sujets. Celui-ci est passionnant. L'entreprise comme une nouvelle idole, c'est-à-dire qu'on créerait une forme de religion païenne constituée par des entreprises. Vous aviez déjà survolé ce sujet, mais il y a une forme de sacré l'entreprise, d'un lien entre les deux. On essaie de fabriquer ça en fait? Comme vient de le montrer la personne précédente là, qui a écrit Makeba sur les rituels en entreprise, qu'on le veuille ou non, l'entreprise charrie de toute façon une dimension religieuse. Qu'il s'agisse effectivement de rituels de travail, qu'il s'agisse d'une hiérarchie. Hein, je rappelle que hiérarchie vient du grec hieros, ça veut dire c'est l'ordre sacré. Et de toute manière, il y a cette dimension. Et on est obligatoirement animé par un minimum de confiance. Et confiance, c'est le même mot que le mot foi. Et donc il y a, l'entreprise sécrète, qu'elle le veuille ou non, inertiellement, des formes de religiosité. Ça se développe parce qu'on voit quand même que dans le vocabulaire utilisé, Thibaut, ça c'est très intéressant et vous allez le décrypter, on utilise de plus en plus comme ça du religieux dans un vocabulaire corporate contemporain. Les deux sont mixés en fait. Effectivement, comme souvent en philosophie, cela part des mots, d'une étude du sens des mots. Et ce qui m'a alerté, c'est l'abondance, le foisonnement de plus en plus de vocabulaire à tonalité religieuse. L'entreprise à mission. La motivation ne suffit plus, ce que l'on va chercher, c'est l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire un investissement personnel, intérieur. Entier. On cherche aujourd'hui, corps et âme, à fabriquer des sortes de moines soldats de l'entreprise, capables de donner la totalité de leur vie, temps de travail, mais temps personnel également, à leur entreprise, d'être dévoués. Également, on cherche à vouloir avoir des gens alignés, dont les croyances personnelles soient alignées sur les croyances de l'organisation, et on dit qu'on cherche à les faire adhérer.
Et cette nouvelle recherche d'une adhésion, d'une adhérence des salariés à leur organisation traduit le fait qu'on demande aujourd'hui un investissement bien supérieur à ce qui était demandé auparavant. Et d'ailleurs, ne trompe pas le fait qu'aujourd'hui, une entreprise comme Google fait appel à un Chief Evangelist Officer. Eh oui. En France, Il n'y a pas que chez Google d'ailleurs, ça se développe. Il n'y a pas que chez Google, ça se développe alors souvent dans les entreprises de la Silicon Valley, dans les très grandes entreprises du numérique, exactement. Mais en France, typiquement, on parle déjà de philosophie d'entreprise et plus simplement de culture d'entreprise. Ce qui montre que l'on va aller chercher chez les individus un ressort plus profond et on va confier aux managers le soin justement de faire adhérer les membres de leur équipe sur les orientations stratégiques données par la direction. On va parler de management par le sens, par les valeurs, comme si l'adhésion aux croyances collectives primait presque sur la performance économique. C'est Warhol qui disait « Dieu est mort, vive le Prozac ». Ça veut dire que les citoyens, se détournant du religieux, vont se tourner vers l'entreprise, qui viendrait remplacer cela finalement. Oui. Le philosophe Jean-François Lyotard parlait de la fin des grands récits, c'est-à-dire qu'à une époque où on n'adhère plus, où les gens ne croient plus, ou ce qui ne fait plus sens, comme on dirait aujourd'hui, ce n'est plus justement la religion, ce n'est plus la politique, ce n'est plus la famille, eh bien ce besoin incoercible en sens des personnes va se reporter sur la dernière institution existante, capable de dispenser du sens, qui est l'entreprise. Est-ce qu'il faut vraiment chercher à donner une âme? Parce que c'est une question, si on bascule, si on transfère cette espèce de côté sacré à l'entreprise, c'est son rôle à l'entreprise de récupérer cela, d'embrasser tous ces sujets? Enfin, ça... Alors je crois qu'il y a là clairement une dénaturation du sens de l'entreprise. On peut la dénaturer de deux manières. Soit c'est une dénaturation de l'entreprise que d'être instrumentalisée par ses actionnaires, première chose. Mais il y a une autre instrumentalisation de l'entreprise, une autre dénaturation, qui est le fait d'être instrumentalisée au profit, si je puis dire, de ses salariés. Là où l'entreprise, normalement, a vocation à servir un besoin externe qui est celui des clients. Et sa fonction n'est pas justement... On ne doit pas lui donner une âme, on ne doit pas en faire une philosophie ni une nouvelle religion, parce que les conséquences, ce sont celles que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les individus sont épuisés à force d'avoir à y croire au travail. Ils ne peuvent plus dissocier les deux, justement leur croyance personnelle de leur comportement professionnel, d'où une inflation de burn-out, d'épuisement psychique. Alors j'ai vu dans un article que vous avez rendu à Famille Chrétienne, passionnant, qui traite d'ailleurs de cette question. Alors là, vous faites un parallèle que je trouve très intéressant. Ceux qui sont le moins religieux, finalement, adhèrent le plus à ces nouvelles philosophies un peu ésotériques de l'entreprise, mais ceux qui croient et ont la foi sont moins accaparés par l'entreprise. Est-ce que je résume bien votre pensée? Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là où il y a un vide intérieur, un vide spirituel chez un certain nombre de personnes, du coup, ils sont... tout vide appelle à être rempli par un plein, si vous voulez. Et donc l'entreprise est là. L'entreprise est là pour leur dispenser le sens qui leur manque de manière existentielle. Mais le problème, la dérive se fait lorsque l'entreprise se prête au jeu et accepte de devenir comme un nouveau père, un nouveau Dieu pour des individus, et lorsqu'elle accepte de répondre à des besoins existentiels des personnes. Ce n'est pas la fonction de l'entreprise. Et là-dessus, mais il faut une force d'âme de la part d'un manager, de la part d'un dirigeant, pour accepter de dire non lorsque des individus vous demandent de donner du sens finalement à leur existence. Donc il doit finalement se réfréner pour ne pas franchir finalement la limite, une sorte de zone qui n'est pas dans ses prérogatives. Être adulte, c'est apprendre effectivement à savoir se poser des limites, à savoir se donner des limites. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Je prends l'exemple des missions souvent démesurées que se donnent des entreprises. Eh bien, me semble-t-il, elles gagneraient à se donner des objectifs bien plus modestes, plus mesurables. Je crois beaucoup au perfectionnement de soi par la production elle-même. C'est-à-dire que pour donner du sens au travail, il n'y a pas besoin de faire comme si l'entreprise, comme si on allait bâtir une cathédrale, comme si on allait révolutionner le monde, comme si on allait changer le sort de la couche d'ozone, si je puis dire, sauver la planète. Ouais. D'immenses défis. D'immenses défis, ouais. Et faire comme si l'entreprise était un État, était dotée de missions de service public, etc.
l'individu gagne beaucoup à se perfectionner, par exemple, par le geste, au perfectionnement par le geste, par des choses simples dans lesquelles il peut exercer justement des vertus, mais des vertus qui sont personnelles. C'est tout ce qu'il investit lui-même. Ce n'est pas à l'entreprise de se poser, en tout cas en substitut de sa conscience. Une dernière question, parce que celle-ci elle est importante. Vous évoquiez Google au début de cet entretien avec les Chief Evangelist Officers, mais ce sont quand même des entreprises, je pense à Google en particulier, qui ont une sorte de vision un peu messianique du monde, de la transformation du monde, voire même du transhumanisme, puisque dans leur grand rêve absolu, c'est de pouvoir prolonger la vie humaine le plus longtemps possible, qui va d'ailleurs à l'encontre même de l'idée de la mort et de la vie. Ça représente un danger, ça, pour vous ? Écoutez, moi, ça ne me dérange pas qu'ils cherchent à faire croire ça à des personnes. Ce qui me dérange davantage... À faire croire ça, quand même. À le faire croire. Une entreprise, malheureusement, si je puis dire, souvent se surdimensionne, va se donner une... Oui, vous l'évoquiez, c'est lance des défis intenables. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est lorsque l'on se prend à y croire. C'est le déficit d'esprit critique, si vous voulez, qui préside au fait de finir par adhérer à ce que l'entreprise essaye de nous vendre à cet égard. Et il faut rester prudent, il faut rester mesuré. Et plutôt que de chercher, en tout cas les entreprises gagnent, plutôt que de chercher à aligner les personnes derrière dans un même modèle, on doit promouvoir la diversité, donc l'esprit critique, une divergence de points de vue en interne. Au niveau des mots, l'entreprise est d'accord avec ce que je dis, mais dans les faits, elle cherche à avoir un personnel toujours davantage acculturé, davantage aligné, adhérant au même socle de croyances communes. Et elle est toujours tirée entre les deux feux, et je crois qu'elle gagnerait à se mettre les idées au clair avec elle-même. Et écoutez les conseils de Thibaut Brière, parce que dans la vraie vie, c'est vrai que les entreprises sont parfois dans une sorte de mécanique un peu traditionnelle. Une seule tête, il faut que personne n'en sorte, on est bien d'accord. Oui, merci cher Arnaud de m'avoir reçu, c'est formidable. J'aime vous parler. Mais moi aussi, j'aime échanger avec vous, c'est toujours un vrai plaisir. Toxic Management, c'est votre livre sorti chez Robert Laffont il y a quelques mois maintenant. Votre expérience aussi, qui fait écho d'ailleurs à ce que vous évoquez là finalement, et puis ce débat important sur le rôle et la mission de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement ? Merci Thibaut Brière d'avoir levé les bras au ciel, comme ça c'était très, très beau. On fait une courte pause, on parle de l'absentéisme, qui est un sujet qui est un coût important pour l'entreprise. On a vu évidemment de l'absentéisme, on en parlera lié au Covid. Où en est-on exactement des chiffres de l'absentéisme ? Est-ce qu'il progresse ? Est-ce qu'il régresse ? On fera le point. Et puis quelles sont les vraies causes, les dessous de l'absentéisme ? Est-ce qu'on s'arrête parce qu'on est malade ou est-ce qu'on s'arrête parce qu'on est à bout de force et qu'on n'a plus de sens à notre travail ? Ça, c'est un vrai sujet. Et on va en parler dans quelques instants avec mes invités, juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job. On parle aujourd'hui de l'absentéisme. Alors c'est un sujet dont tout le monde a entendu parler, mais il y a une bataille de chiffres sur a-t-il baissé, état des lieux post-Covid. On sait que l'absentéisme a été élevé, mais dans des proportions moindres. On y reviendra pendant cette période Covid. Et puis il y a des troubles psychologiques, j'allais dire presque psychiques, avec des salariés qui s'arrêtent sur des périodes d'ailleurs assez longues, parce que ce sont des personnes qui, effectivement, en sortie de Covid, sont un peu perdues. On va faire le point. Ça coûte très cher aux entreprises, cette question de l'absentéisme. Puis on va s'intéresser au dessous de l'absentéisme, les véritables raisons qui poussent un salarié à se mettre en arrêt maladie. Puis on parlera, j'en suis sûr, c'est un sujet qui passionne un de mes invités, l'écart entre le public et le privé. Vous savez, ces carences qui ne sont pas les mêmes. On va faire le point. Sabeya Bouchakour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Diosassi. 5000 collaborateurs et vous êtes présent dans plus de 40 pays. Qui est un groupe multispécialiste dans le conseil et le courtage d'assurance. On fera le point avec vous sur les chiffres. Vous avez des chiffres avec un panel très large. Oui. Et puis, il y a d'autres institutions qui, eux, proposent d'autres chiffres. On va les croiser et les commenter. Flaubert Vuillier, c'est de vous dont je parlais à l'instant, fondateur de la Manufacture RH. Alors, vous étiez venu faire une chronique coup de poing sur l'absentéisme il y a quelques mois. Je pense que vous reprendrez ces arguments et on parlera peut-être avec vous de cette question un petit peu d'écart entre le public et le privé, cette bataille sur les jours de carence qui ne sont pas les mêmes. Et on fera le point avec vous dans quelques instants. Merci en tout cas d'être là. Et puis notre dernier invité, Thierry Meillat. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes avocat en droit social et on fera le point tant sur j'allais dire le coût
parce que ça pèse beaucoup sur les épaules des entreprises, que sur le droit. Qu'est-ce que dit le Code du travail en matière d'arrêt maladie? Sabeya Bouchakour, rentrons dans le vif du sujet. D'après vos chiffres, on a eu une augmentation en 2020. Et en 2021, on est à 4,94%, qui est le taux d'absentéisme. Alors sur votre panel, de combien de personnes interrogées? 470 000 personnes par an en moyenne sur 4 ans. Donc c'est un très gros panel, Oui. mixant pour être totalement complet dans notre débat, CDD et CDI. Tout à fait. Ce qui veut dire que les chiffres d'autres institutions comme Malakoff n'ont peut-être pas pris les mêmes supports. Le panel n'est pas le même. Le panel n'est pas le même. Et Le eux panel n'est pas le même. indiquent que ça progresse. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période-là aujourd'hui comparée à celle du Covid? On a des salariés qui ne sont plus touchés par le Covid, mais j'ai le sentiment qu'on a des salariés qui sont atteints psychologiquement. Est-ce que ça, vous le confirmez? Alors, on a toujours, en 2021, des arrêts directement liés au Covid. Donc, c'est toujours présent. Par contre, effectivement, on est sorti de cet état de sidération dans lequel nous étions en 2020, avec une hausse évidemment directement liée à l'impact du Covid. Mais on a effectivement une hausse marquée post-Covid, notamment dans certains secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on sent l'avant et l'après-crise. Il y a une hausse toute particulière dans la santé et dans le commerce. Donc là, on voit bien que les gens qui ont été au front pendant le Covid, il y a une tendance de fond entre 2019 et 2021 qui est à la hausse. L'absentéisme, comment vous le regardez, cet absentéisme? Vous avez regardé les chiffres aussi, vous travaillez sur ce sujet. On est encore dans les effets Covid, parce qu'on ne peut pas considérer, il y a eu les gardes d'enfants, des mères de famille, des pères qui disaient moi je suis obligé de me mettre en arrêt maladie, je ne suis pas malade, mais mon enfant, l'école est fermée. Donc là, c'est un absentéisme qui n'est pas lié à la maladie. Là, en post-Covid, j'ai quand même l'impression qu'il y a des salariés usés, fatigués, qui disent moi j'ai tout donné pendant le Covid, là je m'arrête. Oui, je pense qu'il peut y avoir cette conséquence, en effet. On sait que le Covid, c'est pas ponctuel. Il y a des Covid longs, il y a plein de choses qui ont bougé en entreprise. Et puis, on a aussi eu tout ce spectacle lié à l'absentéisme des cas contacts. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis cas contact, je contacte mon médecin, etc. Je pense que évidemment tout ça... Il y a eu un petit effet d'aubaine ou pas sur les cas contacts? Est-ce que certains ont tiré un peu sur la corde ou pas? Ou c'était vraiment lié à une angoisse? Parce que c'est vrai qu'il y a eu les cas contacts, on s'arrêtait une semaine, mais on n'était pas sûr, on attendait le test, on avait 3 jours, il fallait voir le médecin. Moi, je pense que les gens ont quand même joué le jeu, notamment des messages qui étaient passés sur le fait d'aller protéger aussi les collègues de travail. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est cas contact de se dire « Ok, je suis responsable ». Et je ne vais pas faire courir un risque aux autres. Et ça va au-delà. Thierry Meillat, Hogan Lovells. Il y a même eu en fait une grande incompréhension et incertitude à certaines périodes sur ce qu'était un cas contact. Bah oui. C'est-à-dire qu'en plus, dans le doute, il fallait plutôt se déclarer cas contact. En tout cas, beaucoup d'employeurs tenaient à ce que les salariés se déclarent plutôt cas contact. Et je pense notamment à une période qui finalement est relativement récente, quand il y a eu la hausse absolument incroyable, effectivement, des cas à la fin de l'année dernière, au début de cette année. Donc ça va jusqu'à très récemment. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont quand même globalement joué le jeu, et n'oublions pas que c'était pas simple de déterminer ce qui était un cas contact ou pas. En tout cas, on a eu une augmentation là, du nombre d'arrêts maladie, parce qu'il faut aller voir un médecin qui fait une feuille d'arrêt maladie, qui est envoyée à la Sécu, et l'entreprise ensuite doit gérer. On parlera ensuite de l'organisation d'une entreprise, lorsqu'il y a des arrêts maladie, des postes qui disparaissent dans la grande distribution, enfin qui désorganisent l'entreprise. Vous êtes allé, vous, Thierry Meillat, jeter un œil du côté de la Sécu, parce qu'on a plusieurs sources de chiffres, c'est intéressant. Qu'est-ce que dit la Sécu? Les chiffres s'arrêtent en 2020, donc on est un peu embêté là. Il y a un décalage d'un an, puisque le rapport de l'assurance maladie est publié à la fin de l'année, donc cette fois-ci fin d'année 2021 pour 2020. Mais ce qui est intéressant, alors là on parle uniquement de maladies professionnelles, accidents du travail. Alors évidemment, baisse des accidents du travail, ce qui est logique, puisqu'il y a on n'allait pas au travail, donc on n'allait pas au travail, donc on risquait pas d'avoir des accidents du travail. Mais en revanche, en maladie, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans ce rapport, on constate une hausse de 37% des maladies professionnelles, c'est-à-dire maladies reconnues comme telles par la sécurité sociale après une procédure particulière, parce que c'est ce qu'on appelle des maladies hors tableau, pour des maladies, des affections psychiques et psychologiques. Donc dès 2020. Oui, donc dès 2020, ça corrobore bien, en fait, ça va en tout cas dans le sens de votre étude. La sécurité sociale a constaté aussi cette évolution, et encore une fois dans un périmètre qui est plus réduit, qui est celui des maladies professionnelles, qui obéissent à un protocole très particulier. Dans l'étude que vous avez devant vous, parmi les items et les pourcentages, il y a un très fort pourcentage lié aux maladies psychologiques et psychiques. Ça, vous le constatez? Oui, on a
60% des salariés qui nous déclarent que leur métier a un impact négatif sur leur santé mentale. C'est très important. Ça fait partie des résultats qui nous ont vraiment interpellés. Donc, Ça interroge beaucoup. Et qui doivent interroger les entreprises. Hein. Et 50% des salariés qui déclarent que leur métier a un impact sur leur santé physique. Parce qu'on en parle trop peu. Mais le travail continue à avoir un impact physique pour beaucoup de métiers. Et ça, effectivement, ça nous a beaucoup interpellés. Donc, on a mené 2 études en parallèle. Une étude statistique à partir des données d'absence que nous avions et une enquête réalisée auprès de 3000 salariés où on leur a posé la question très directement, pour ceux qui ont été absents en 2021, pour quel motif avez-vous été absent ? C'est important. 44% ont été absents pour avoir été infectés par le Covid ou cas contact. Ensuite, dans les motifs qui viennent en tête des motifs, on a les maladies saisonnières, grippe, gastro, etc., qui sont assez classiques. Et ensuite, on a les TMS et les risques psychosociaux qui représentent une part Troubles importante. musculo-squelettiques et les maladies psychiques. Tout à fait. Et les TMS, toujours dans l'étude de la sécurité sociale, on en parle peu, 87%, pas suffisamment, en tout cas. 87% des maladies professionnelles déclarées en 2020. Mais alors, c'est intéressant énorme, ce qu'on se dit sur le plateau, parce que vu de loin, sans être au contact, c'est le cas de le dire, on a l'impression que tout est réglé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et quand on voit vos chiffres, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin, Flaubert, à faire sur les améliorations des postes de travail, pas forcément que dans les métiers manuels. Et puis, il faut que les entreprises fassent un effort sur l'accompagnement psychique. Enfin, ça me semble être une urgence, non ? Oui. Vous êtes surpris de ces chiffres-là ? Alors, je suis surpris. Après, dans l'étude Malakoff, il y avait aussi une augmentation des troubles psychologiques, du bien-être des collaboratrices et collaborateurs. Après, ce que j'aime bien toujours comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, 60% des personnes disent « mon travail a un impact négatif sur ce qui se passe dans ma tête ». OK, après, il y a certainement des degrés aussi. Quand on répond à une question comme ça, c'est quel est le degré ? Est-ce que ça me perturbe un peu ? Est-ce que ça m'empêche de dormir ? Est-ce que ça m'empêche de vivre ? Et auquel cas là, je serais tenté de dire, en effet, il y a des choses à mettre en place, mais il faut comprendre vraiment ce qu'il y a derrière aussi. Si on veut affiner, ils sont ensuite... Et affiner encore. Voilà, ils sont ensuite 48% à nous déclarer à être stressés, quand même, ce qui est, donc, quand on interroge uniquement les gens malades. C'est le premier pas, ça. Ils sont 57% à se déclarer stressés lorsqu'on interroge que les gens ayant été malades. Et on va sûrement parler du télétravail ensuite. Oui. On parle, les salariés qui sont en télétravail, qui représentent 35% des salariés dans notre enquête, se déclarent isolés à 50%. Quand on parle de risques psychosociaux, quand on parle de risques psychosociaux, voilà, la notion de stress et d'isolement cumulés, là, ça devient des signaux d'alerte qui s'ajoutent. Juste un mot, alors ça dépasse peut-être vos compétences d'avocat en droit du travail, mais le contexte dans lequel on vit, une forme de difficulté un peu existentielle, il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a la sortie Covid, il y a peut-être le Covid qui va revenir à l'automne, puisqu'en fait, il pointe son nez à chaque automne. Est-ce que c'est pas, au-delà même des responsabilités d'entreprise, c'est pas pour dédouaner l'entreprise, mais il y a une sorte de climat qui fait que même quand on entre et que l'entreprise fait tout ce qu'elle peut pour bien faire, on arrive, on n'est pas bien, quoi. Sur l'environnement anxiogène, évidemment, je ne me prononcerai pas parce que c'est pas mon domaine. Mais par contre, ce que je peux dire, pour être avocat d'entreprise et parfois de grandes entreprises, c'est que beaucoup est fait et beaucoup a été fait. C'est ce que je dis. Du côté des entreprises depuis plusieurs années, peut-être plutôt les plus grandes, mais en fait, c'est plus général que ça. Il y a une prise de conscience. En matière de prévention, en matière, par exemple, de droit à la déconnexion, qui est devenu un sujet de négociation obligatoire, QVT, qualité de vie au travail, tout ça, ça existe dans les accords d'égalité professionnelle. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de travail de prévention, des plans de prévention, le document unique d'évaluation des risques, qui est devenu essentiel pendant le Covid, qui doit faire l'objet de la consultation des CSE. Donc ce que je veux dire, c'est que ça interroge d'autant plus, mais vous avez peut-être raison, ça peut être lié aussi avec un environnement extra-professionnel. Vous le confirmez, vous dites que les entreprises, elles ont pris conscience de plein de choses. Elles ont pris conscience. Est-ce qu'elles agissent peut-être ? Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Le télétravail est un formidable exemple. C'était à la base la plus belle des solutions qu'on ait pu trouver, qui s'est imposée à tout le monde. Les dernières réticences sont tombées. Et puis on est en train de se rendre compte avec le temps que, ok, c'est bien, mais en abuser, ça craint, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité des entreprises de mettre en place des choses pour faire bouger un peu le curseur. Ça y est, le tout télétravail, je pense que
on en est revenu. Oui, là, L'homme est un animal social, il a besoin Des deux. de Oui. collaborer. et à quoi sert l'entreprise donc, On voit que le lieu de travail devient de plus en plus un endroit où les gens viennent travailler ensemble. Lieu de Peut-être sociabilité, qu'ils vont ouais. gérer même l'administratif en aménagement, en télétravail. même en aménagement Mais du n'oublions lieu. pas une chose, c'est que seulement 40% des métiers sont télétravailleurs. Tout à fait. Bien sûr. C'est pas la majorité, et il y en a encore beaucoup de métiers qui ne sont pas. Juste ce chiffre quand même, parce que c'est la NDRH. Alors, le panel est plus faible, parce que c'est vrai que votre étude, elle a un très gros panel, que ce soit l'enquête ou l'étude. 10 à 15%, nous dit la NDRH, d'absentéisme chaque jour en entreprise, chiffre fin mars 2022. C'est quand même, bon, ça donne une indication assez précise alors, est-ce que c'est lié à la vague Covid qui continue toujours, même si les médias en parlent moins? Est-ce que c'est toute la difficulté d'affiner ces chiffres? Sur le télétravail, qu'est-ce que vous dit votre étude? Parce que les salariés, j'entends ce que dit Flaubert, on est un peu comme ça dans un mouvement de reflux. Mais en même temps, les salariés, quand on les interroge, ils vous disent, moi, je veux les deux. Oui. Je voudrais l'hybride, je voudrais être 2 jours chez moi pour travailler au calme, être bien, et puis 3 jours pour voir mes collègues. C'est un peu ça l'idée. Alors, ils plébiscitent largement le télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont 79% à dire qu'ils sont satisfaits de l'organisation du télétravail dans leur entreprise. Et quand on leur pose la question des difficultés soulevées par le télétravail, on parlait de l'isolement tout à l'heure, mais effectivement, toutes les questions de cohésion, les managers de proximité, pour eux, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on regarde plus précisément les réponses des managers de proximité, maintenir la cohésion dans l'équipe, c'est-à-dire qu'effectivement, là où le télétravail correspondait à une réponse, à une possibilité d'avoir un équilibre vie privée, vie pro, là, on a une part importante des salariés qui nous précisent que c'est une difficulté d'avoir un équilibre Est-ce vie qu'un privée, vie salarié pro en télétravail s'arrête moins souvent qu'un salarié à temps plein 5 jours en présentiel? Ça, c'est une vraie question. Ça réduit l'absentéisme court. Ce qu'on a constaté mécaniquement, forcément, quelqu'un qui est en télétravail 2 à 3 jours par semaine, etc., on a une baisse de l'absentéisme que nous on appelle l'absentéisme perlé, c'est-à-dire court et fréquent. Par contre, l'absentéisme... Qui n'est pas toujours lié à une maladie, je m'autorise. Non, mais qui est lié à des difficultés d'organisation de vie, garde d'enfants. On n'est pas forcément malade. Enfin, on utilise l'arrêt maladie comme un prétexte. Alors, quand on a posé la question, est-ce que vous avez été arrêté pour d'autres motifs que pour des motifs de santé, 7% des salariés nous répondent oui. Bon. Il y a de la garde d'enfants, il y a des enjeux de proches qu'il faut aider, etc. Les aidants. Et on a 2% de salariés qui reconnaissent être arrêtés pour convenance personnelle. J'en parle parce que nous, quand on arrive en entreprise, on nous parle beaucoup d'absentéisme, de complaisance. Ça veut dire que... J'allais y venir. Est-ce qu'on est des tirs au flanc ou pas? Il n'y en a que 2% qui le disent. Alors, on en parle... Qui le disent. Alors, Vous voyez comment ça met les pieds dans le plat? Oui, mais pour le coup, nous, on a plutôt tendance quand même à se fier à la sincérité des réponses qui ont été données dans cette... Parce que c'est fait en ligne, sous couvert d'anonymat, et puis ça se recoupe plutôt bien avec les données statistiques qu'on a par Donc ailleurs. vous dites c'est une infime minorité qui tire au flanc et qui utilise l'arrêt maladie pour aller à la pêche. Mais c'est vrai que dans les personnes qui nous répondent qu'elles n'ont pas été dans une situation de burn-out, etc., on a cette espèce de, pardonnez-moi l'expression, de ventre mou, de fatigue, de lassitude. C'est ça. Ils sont nombreux à parler de fatigue et de lassitude. Et nous, notre point de vigilance, c'est de se dire il y aura un après-Covid et l'absentéisme, il risque malheureusement d'augmenter. Flaubert Vullier et Thierry Meillard. 2 choses là. Parce que là, les tirs au flanc, c'est un vrai débat presque politique. Ça, vous savez, les arrêts maladie de complaisance, les Français sont des fainéants. Oui, après, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. En revanche, je crois que c'est dans votre étude où il y avait quelque chose sur l'absentéisme plus important à partir du moment où les gens habitent loin de leur lieu de travail. Et je pense que ça, le télétravail est une vraie bonne réponse. Et je remets Arnaud sur la table pour la 3e fois. Le télétravail thérapeutique, qui pour moi est une vraie bonne solution pour limiter ces arrêts de courte durée, permettre aux collaborateurs de ne pas perdre d'argent. Je suis pas bien, mais je bosse quand même, mais chez moi. Voilà, et permettre à l'entreprise de ne pas devoir remplacer. Et je suis pas bien, ou juste, je reprends mon exemple de l'entorse. L'entorse, exact. Mais je suis comptable, ou je peux travailler depuis chez moi, j'ai l'entorse, mais voilà, et je ne perds pas d'argent, et l'entreprise gagne, et tout le monde, et la Sécu gagne aussi. Très compliqué juridiquement, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on a une affection, le fait de travailler, même si c'est à distance, aujourd'hui, c'est pas vraiment reconnu par la sécurité sociale, et donc derrière, ça peut entraîner une mise en cause de l'employeur pour faute inexcusable. Mais ça pourrait évoluer après tout. C'est une demande d'ailleurs. Je prends la jurisprudence Covid, et là il y avait beaucoup de gens qui avaient le Covid, dont des ministres. Et qui travaillaient, évidemment. Tout à fait. Et donc on pourrait s'appuyer sur ce changement d'état d'esprit et dire allez, évolution des mentalités. C'est pour revenir juste sur les tirs au flanc. Moi, entre guillemets, petit bout de la lorgnette, c'est quand même, j'ai eu assez peu d'appels de clients
me saisissant de ce type de situation. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a, évidemment, mais ça n'a pas été si gigantesque que ça. Donc finalement, moi aussi, je crois assez aux 2%, là, à ce petit pourcentage. Ce qui rejoint plutôt les résultats qu'on a quand on fait du contrôle médical par rapport au nombre Oui, de je fraudes crois. constatées. Toc, toc, bonjour, montrez-nous. C'est assez faible, le nombre de... Contrôle médical mené par la Sécu, on est d'accord. Ou par les l'initiative organismes de de prévoyance. l'employeur. Ou par On a assez vous. peu de fraudes constatées tout de même. Vous souvent, avez d'ailleurs. des équipes qui vont frapper au port. C'est souvent davantage les organismes de prévoyance, d'ailleurs, pour le complémentaire. C'est tout à fait. C'est juste un petit mot, un détail, après on va parler de public-privé, mais ça coûte combien une entreprise? Parce qu'évidemment, on voit le niveau d'absentéisme et d'arrêt maladie. Comment ça se passe? C'est compliqué à chiffrer. Vous avez toute la partie, alors celle-là, elle est chiffrable relativement facilement. C'est C'est le celle qui 1%, correspond aux AT et Ouais, MP. ouais. Bon, quand je dis facilement, non, parce que les taux évoluent selon le complexe. nombre d'AT, donc c'est très complexe, mais en tout cas, c'est calculé. Après, l'autre, c'est-à-dire tout ce qui relève de la prévoyance, ça coûte extrêmement cher. Et je pense que madame ne me contredira pas. Mais après, ça dépend beaucoup, effectivement, des types de prévoyance qui existent dans l'entreprise, sachant que la prévoyance est obligatoire de toute façon. Donc, toutes les entreprises ont Donc, ça veut dire lié que aux arrêts. Il y a la Biosassi, vous avez vos clients et vous leur dites, attendez, il faut faire quelque chose là. Oui. Vous avez un niveau d'absentéisme qui est trop élevé. Je ne parle pas des coûts pour l'entreprise en interne, mais ça augmente, j'imagine, les polices d'assurance, forcément. Ça a un coût tel que l'inaction coûte toujours plus cher que la prévention. Dans tous les cas. Donc ça, c'est le conseil que vous leur donnez, qui est vif. Non, mais pour le coup, c'est vraiment là, quand on ajoute alors là, c'est vraiment les coûts directs. Maintenant, c'est vrai qu'on parle souvent de 1,8 à plus de 2% de la masse salariale, mais mais d'une entreprise à l'autre, quand on est dans le commerce, par exemple, et qu'on est sur un effectif à flux tendu, une vendeuse en moins dans le magasin, ça a un impact sur le chiffre d'affaires, sur le panier moyen. Donc voilà, c'est vraiment, nous, quand on réalise des études d'absentéisme, on se rend compte que le coût dans une même entreprise n'est pas le même en réalité. On a des pertes de productivité. Donc ça serait... on ne peut pas avoir... Il n'y a pas de formule magique pour définir effectivement le coût de l'absentéisme, mais c'est vrai que le coût est énorme. Je rappelle juste, pour donner un chiffre que j'aime toujours donner quand je parle d'absentéisme, quand on commence à être à 6% d'absentéisme, le 15 de France de rugby joue à 14, uniquement sur ces éléments-là. Sur l'ensemble du match, c'est sur pas un carton jaune, on est d'accord. Sur l'ensemble du match, sans compter ceux qui sont en congé payé, en formation, etc. Dans une équipe qui fait de la vente, j'ai bien connu, c'est de la perte sèche et ça coûte beaucoup d'argent. Juste, j'aimerais qu'on fasse un point parce qu'il y a eu un débat politique et ça touchait l'absentéisme, qui était d'ailleurs un débat soulevé sur certains Français utilisent les arrêts maladie de complaisance. La différence entre le public et le privé, essayez de nous éclairer. Il y avait des jours de carence, on n'a pas les mêmes quand on est dans le public. Non, mais pour simplifier, il n'y en a pas dans le public. Voilà. Alors, il y en a eu, puis il n'y en a plus eu. Voilà. En fait, il y a eu toute une histoire autour et on de a ça. réintroduit des jours de carence. Alors voilà, et puis... et dans 2 jours oui, et dans le privé, il y a des jours. 2 jours. Voilà. Alors qu'on soit bien précis, là, je me tourne vers vous, il y a donc 2 jours qui ne sont pas pris en charge par l'employeur, on est d'accord? Oui. Donc on n'est rémunéré que sur le montant sécu. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées notamment dans le public par rapport à la suppression des jours de carence. Ce qu'on constate, c'est que à court terme, il y a un impact sur l'absentéisme court, mais qu'à long terme, il n'y a pas d'impact en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un effet, j'allais dire, alors il y a peut-être il y a des dogmes autour de... Parce que c'est dissuasif, on se dit mais je suis rémunéré sur la sécu, je perds de l'argent. En tout cas, quand on regarde un peu les chiffres sur la suppression des délais de carence, il y a un moment donné où ça se lisse tout de même. C'est-à-dire qu'on constate un effet de baisse de l'absentéisme une fois qu'on met en place des délais de carence, mais sur le long terme, on constate que ça se lisse tout de même. Mais donc c'est un peu comme pour le chômage, Flaubert Vullier, il y a un absentéisme structurel et un absentéisme conjoncturel. J'ai le sentiment qu'on pourrait le traiter de cette manière. Il y a une forme d'absentéisme contre lequel on ne pourra pas descendre en dessous d'un certain taux. Vous êtes d'accord? Ou est-ce qu'on peut arriver à se dire l'absentéisme, et si les boîtes font bien leur boulot, que la guerre en Ukraine s'arrête et que le ciel brille, globalement, on n'a pas de raison de s'arrêter? Non, je ne pense pas, déjà pour une seule et bonne raison, c'est que nous sommes des êtres humains, et qu'à un moment donné, on a le droit de tomber malade. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et surtout, on a le droit et on a le devoir de s'arrêter quand on est malade, parce qu'on pourrait parler du présentéisme et de ce que ça peut engendrer aussi. C'est vrai. Bon, donc c'est un droit. C'est un droit. Voilà, c'est un droit. En revanche, pour moi, l'absentéisme n'est pas une fatalité. Et quand on est à des taux de 5, 6, 7, j'en ai vu encore plus haut.
On peut. Dans quel mettre secteur en place- vous vous souvenez des secteurs Restauration. D'accord. Restauration. Eh oui, eh oui. Moi, j'ai connu des taux à plus de 10%, Oui. 10-12% d'absentéisme. Donc là, c'est fatigue, c'est stress, c'est Ah, tout, quoi. C'est là, on joue aussi un peu avec la règle quand même, ça, qu'on se le dise. Voilà, il y en a quand même qui jouent un peu avec le système aussi quand on commence à être à 12% d'absentéisme. Voilà. Mais après, il y a des choses à faire et c'est pas une fatalité. Il y a plein de choses à mettre en place. Il faut déjà connaître ces chiffres. C'est la première Ouais, des bien choses. sûr. Un DRH, un dirigeant doit Essentiel. connaître ces chiffres pour ensuite pouvoir comprendre et aller se dire quelle est la population la plus touchée. Il y a des périodes de l'année. Moi, je vous parle de la restauration. Quand il y a de la livraison, on sait très bien qu'il y a des moments dans l'année, au mois de novembre, quand il pleut, il y a plus d'absentéisme. C'est plus difficile de travailler sous la pluie, etc. Comment je comprends ça, mes populations? Comment je communique Et comment je m'adapte aussi? et comment je crée un droit à l'absence aussi? Comment j'explique que je peux donner des congés par anticipation? Il y a encore des entreprises qui se disent « Oh non, je ne veux pas donner les Et donc congés les gens par s'arrêtent. anticipation. Donc, de fait. Donc là, ils se mettent en maladie. Et on est en pleine prévention des risques, qui encore une fois est une obligation majeure du droit du travail. Je pense qu'il faut le souligner. C'est toute une démarche, c'est une démarche permanente, la prévention des risques. Et évidemment, le but est d'arriver à identifier les causes d'absentéisme pour les Pour réduire. limiter la Alors, survenance. les supprimer, effectivement, ça paraît a priori impossible. Enfin, parce que On est d'accord. Oui, les C'est- entreprises. Et puis de toute façon, la nature se venge, puisque manifestement, nature elle se venge. trouve des moyens de toute Non, façon. et- Oui, la nature nous envoie des maladies. malades Oui. de toute façon. Non, et, C'est puis vrai, c'est vrai. et puis les entreprises les plus vertueuses qu'on accompagne, elles sont à Tout à 2%. Enfin, 2%, c'est oui. le bon chiffre, C'est-à-dire j'allais qu'il dire. y a quand même à un moment donné, il y a des pathologies lourdes malheureusement. 4,94, Il y a le des- chiffre moyen. Voilà, il y a des choses sur lesquelles, voilà, on ne peut. C'est pour ça Bien qu'il y a sûr. même des DRH, nous, des fois, qui sont crispés quand on parle d'absentéisme compressible, parce qu'ils nous disent, ben non, il y a un moment donné, il y a. L'humain, Voilà. c'est l'humain. Donc il y a une partie de l'absentéisme sur lesquels on a des leviers d'action. Donc là, effectivement, mais il y a, en dessous de 2%, ça devient quand même compliqué. C'est-à-dire, Mais y les- compris pour les entreprises. Mais les les plus risques vertueuses. psychosociaux, c'est quand même aujourd'hui un domaine Euh, d'analyse. Avant de nous quitter, on n'aura pas le essentiel. temps de parler du public parce qu'il y a aussi les collectivités territoriales. J'ai vu qu'il y avait des chiffres alarmants d'absentéisme colossaux. Est-ce que Diosassi travaille sur cette question? Est-ce que vous avez un levier sur les collectivités territoriales, je dirais les fonctionnaires pour le dire de manière un peu générale, ou est-ce que c'est un secteur sur lequel vous ne vous penchez pas et sur lequel il y a un énorme travail à faire sur l'absentéisme? Alors, c'est précisément un secteur sur lequel on se développe et pour lequel, oui. justement, Il y a du j'allais dire, travail, vous confirmez? voilà, et on mutualise les efforts parce que les mairies qui sont toutes seules dans leur coin, à un moment donné, elles n'ont pas la direction, le référent. Donc, en fait, nous, on les aide à mutualiser un peu ces enjeux pour avoir vraiment des références sur ces enjeux de prévention. Parce que le problème, c'est toujours le manque de ressources dédiées au sujet de prévention. On est d'accord. On n'a pas les chiffres, Thierry Meillat, sur l'absence. Parce qu'on a eu des chiffres assez précis là dans le privé, avec des panels très précis. La fonction publique, c'est compliqué d'avoir des chiffres. C'est des rapports secrets. Et surtout la fonction publique territoriale, Territoriale, mais c'est beau, je qui l'évoque. est extrêmement émiettée. Tout Pour à avoir fait. exercé des fonctions de conseiller municipal dans une petite commune rurale, effectivement, vous parlez parfaitement des secrétaires de mairie qui sont des postes tout à fait particuliers, qui ont Et des essentiels, risques, et tout à fait essentiels, qui connaissent, qui sont confrontés à des risques très spécifiques et qui sont mal connus parce qu'effectivement c'est totalement émietté. En fait, on est dans un domaine largement inconnu. Donc c'est intéressant ce que vous dites, Sabeya Bouchakour, c'est que Diosassi s'oriente aussi vers un travail d'accompagnement, de prévention, parce que je pense que les chiffres sont assez alarmants. Alors simplement, si j'ai bien compris, les conseils régionaux gardent sous leur coude ces chiffres d'absentéisme. D'après les informations que j'ai pu glaner, c'est lié à un problème de sens au travail, de difficulté finalement de repères même dans l'organisation. Déjà, rien que le fait de ne pas avoir les chiffres, c'est alarmant. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Il y a des derrière. enjeux aussi de standardisation, d'avoir des outils, des modes de calcul Même qui vous, soient vous les êtes dans le mêmes. flou là. Bah, non, mais alors, nous, on essaye justement de leur donner des éléments de benchmark et de les accompagner, y compris pour se positionner les uns par rapport aux autres, parce que tout le monde ne met pas la même chose derrière un taux d'absentéisme. Donc On c'est est aussi, d'accord. voilà. Donc, D'où le c'est un- débat qu'on a eu au début sur les chiffres, savoir Exactement. les panels, la manière dont on calculait. Et c'est ça qui est mot de la important, c'est de pouvoir se comparer. Exactement. Mais voilà, sur la durée surtout, donc prendre À des des moments données, comparables, oui. les suivre Et oui, et pouvoir les faire baisser. pouvoir autant constater les possible. choses. parce que Exactement. c'est qu'à partir des constatations qu'on peut. Merci à vous trois pour ce débat Merci. passionnant qu'on suivra, Merci. ce débat de l'absentéisme, et puis peut-être aussi de creuser un peu plus du côté des collectivités territoriales, parce que ça c'est un sujet aussi on a encore des marges et vous êtes en train de travailler dessus. Merci Sabeya Bouchakour, directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Diosassi. Merci à Flaubert Vuillier d'être venu nous rendre visite, fondateur de la Manufacture RH, avec Merci. ce travailler même lorsqu'on est blessé, qui s'appelle le congé thérapeutique.
Le mi-temps, Le mythe. le temps partiel. télétravail thérapeutique. Ah, même vous ne maîtrisiez plus votre Télétravail punchline. thérapeutique. Le télétravail thérapeutique. Merci à Thierry Meillat, avocat en droit social, droit du travail, chez Logan Howells. Je n'avais pas précisé le nom de votre cabinet. Lovels. Lovels. Voilà, J'ai mis l'accent. Lovels. Merci à vous trois. On termine par fenêtre sur l'emploi. On parle des cadres. Ils sont chassés. Bon, enfin, vous allez voir, sans armes. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle de recrutement. La chasse est ouverte. J'aime beaucoup redire ce titre parce que bon, c'est la chasse évidemment des chasseurs de tête, c'est la façon de dire. Olivier de Préville, merci d'être avec nous. Président fondateur de Head Hunting Factory, qui est une filiale du groupe OP Search. Merci de venir nous rendre visite. Qu'est-ce que dit le marché aujourd'hui là? Parce qu'on dit que la chasse est ouverte. On nous dit en même temps que le marché des cadres est un peu tendu parce que la crise en Ukraine, parce que les entreprises ont le pied sur le frein. On en est où exactement là? Alors, d'abord, le marché de l'emploi est un marché qui a évolué depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, d'abord, nous sommes dans l'après-Covid, qui est un élément important. Et vous disiez tout à l'heure qu'il pourrait éventuellement y avoir un nouveau Covid à l'automne. En tant qu'entrepreneur, on essaie de pas trop y penser. Il y a une association d'ailleurs qui travaille beaucoup sur le sujet des entrepreneurs en croissance, qui est Croissance Plus, Oui. à laquelle j'appartiens. Donc le marché de l'emploi aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a deux marchés de l'emploi. Il y a ce qu'on appelle le marché visible et le marché caché. Vous allez sur le marché caché, hein? Nous, on va sur le marché caché en tant que chasseur de tête. Donc on appelle, hein? Exactement, je vais vous expliquer. Le marché visible, c'est quoi? Le marché visible, c'est un candidat qui répond à une annonce, qui répond à une CVTech, à un email, job board, etc. Et finalement, un candidat qui est en attente. Ça ne veut pas dire qu'il est demandeur, ça veut dire qu'il est en attente et que si, de temps en temps, il regarde un petit peu le marché et s'il y a quelque chose, il y répond. Donc identifié, il s'est identifié. Il s'est lui-même identifié et répond occasionnellement. Bon, donc le recruteur peut aller le trouver. Le marché caché, il est de plus en plus important, c'est-à-dire ce sont les candidats qui sont plutôt bien, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il y a aujourd'hui aucun candidat, aucun salarié, il y a des études qui ont été faites là-dessus, aucun salarié n'est bien à 100% dans son entreprise. On trouve toujours, vous le premier peut-être, Ouais, bien sûr, tout le monde. toujours C'est quelque assez chose à logique. faire. Il y Exactement. a toujours un petit truc qui ne va pas. Voilà, donc pour autant, vous n'êtes pas en recherche, mais si un chasseur vient vous appeler, 50% des candidats, on le voit, nous disent, écoutez, merci de m'avoir appelé, mais je ne suis pas du tout à l'écoute, donc passez votre chemin. Mais 50%. Et 50% disent, je ne suis pas en recherche, je ne regarde pas les annonces, mais vous avez bien fait de m'appeler. Donc, mais oui, et dites-moi ce que vous avez à me dire. Voilà, et sur ces 50%, en tout cas chez nous, en tant que chasseur de tête, un quart est présenté finalement au client. C'est-à-dire que nous présentons... C'est un bon pourcentage, hein? Oui, ça veut dire que 100% des candidats que nous présentons aux clients sont des candidats qui n'étaient pas en recherche. Que vous avez donc arraché de leur poste. Qu'on a même réveillés. J'aime bien dire que ce sont souvent des candidats endormis et qui hibernent, qui finalement sont Vous pas allumez mal la dans mèche, en l'entreprise. fait, là. Exactement. Et ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a allumé la mèche, on les a réveillés et finalement ces candidats deviennent demandeurs si ça n'aboutit pas sur le poste pour lequel on est allé chercher. Sur ce marché caché, mettons de côté ceux qui se sont identifiés, dont on dit que le marché des cadres se tend un peu, il est toujours très, très, très dynamique ce marché caché parce qu'après tout, il y a des secteurs en pénurie, parce que j'imagine que vous recherchez dans les secteurs en pénurie, on a quand même besoin de cadres quoi qu'il arrive, même si le marché se ralentit un peu. Quand vous demandez à un DRH quel est l'état du marché, il vous dit il n'y a pas de candidat. C'est pas vrai. Oui. C'est un peu comme les pêcheurs, les RH parfois. Ça mord jamais. Un peu des pêcheurs, mais ça mord jamais. Non mais c'est drôle que vous preniez cette métaphore parce que nous on l'utilise chez Head Hunting Factory. Le recruteur, c'est quelqu'un qui est avec sa canne à pêche et qui attend que ça morde. Si ça se trouve, l'hameçon est au mauvais endroit, donc il n'y aura pas de poisson et il peut attendre longtemps. Le chasseur de tête, c'est quelqu'un qui prend son tuba, qui descend et qui va directement là où il veut. Donc il n'y a pas de marché pénurique en tant que tel. Il y a de plus en plus de candidats qui ne répondent plus. Donc soit vous vous contentez d'attendre qu'ils répondent alors qu'ils ne répondent pas, vous pouvez attendre longtemps, soit vous allez directement les chercher. Dans ce cas-là, il faut passer par la chasse de tête. Juste Olivier, c'est important, on a compris que c'était le téléphone, mais tous les moyens sont bons. Excusez-moi pour rentrer un tout petit peu dans les détails, parce qu'on parle souvent de chasse de tête, mais téléphone, réseau, Internet, café, lieu, pas Internet, restaurant. Pas Internet, pas réseau, pas café, pas restaurant. Donc la chasse de tête, c'est quoi? La chasse de tête, c'est j'identifie une entreprise qui m'intéresse dans la zone correspondant à mon client, dans la région correspondant à mon client.
dans le secteur correspondant au secteur de mon client, j'identifie une entreprise, je rentre dans l'entreprise, je recrée l'organigramme qui n'existe pas, j'identifie qui fait quoi derrière la fonction qui m'intéresse, je trouve son nom, je trouve son portable et je l'appelle. D'accord, donc vous l'appelez. Que du téléphone, que de la chasse pure. La vraie chasse de tête, il ne faut pas confondre chasse de tête et approche directe. D'accord. L'approche directe, c'est je vais sur LinkedIn et puis je regarde s'il y a des candidats. La chasse de tête, c'est je fais abstraction de tout. Donc c'est une vraie cible information que vous avez bien identifiée. Exactement. C'est vraiment de la. On parlait de chasse tout à l'heure. Alors, non, mais vous tirez pas n'importe quoi, vous visez juste. Extrêmement ciblé. Extrêmement ciblé. Les secteurs, aujourd'hui, c'est intéressant aussi de vous entendre. Quels sont là, vos clients qui vous disent, moi j'ai vraiment besoin tout de suite, c'est quoi les secteurs, la sous-tension où vous êtes en train de chasser là? Chez Hunting Factory, on est généraliste. J'ai 120 salariés. On sera 180 à la fin de l'année. On a une énorme croissance parce que vous imaginez bien que les clients viennent nous voir en disant trouvez-nous des candidats pénuriques. Et donc, de ce fait, on est totalement généraliste, multisecteur. Donc, on a finalement il y a une quand même image. des secteurs où il y a plus de tension quand même. Bien sûr. Donc, on a une représentation, j'allais dire, du panel marché qui est assez large de ce fait. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est dans l'industrie, ce sont toutes les fonctions de maintenance, les fonctions high-tech, les fonctions commerciales dans les services et ailleurs, les fonctions médicales. Dans les fonctions médicales, si on descend médical, plus précise, médecin, ah oui. Infirmière de bloc opératoire, aide-soignant. Ça, c'est un peu nouveau quand même comme type de chasse, parce qu'avant, on ne chassait pas les médecins. Exactement. Alors pourquoi c'est un peu nouveau? Parce que Headhunting est le seul cabinet de chasse en Europe, on n'a pas de concurrent, à faire de la chasse sur des postes de 25 000 euros de salaire au démarrage jusqu'à 70 000. Donc des salaires un peu plus bas que la moyenne des postes que vous chassez d'habitude. Exactement. Vous parliez d'OP-Search tout à l'heure. OP-Search, c'est tous les postes à plus de 80 000. Et donc de ce fait, ça, c'est un autre marché que vous allez chercher. C'est le marché plus classique des dirigeants. Donc 25 000, c'est quoi? C'est aide-soignante? C'est infirmière? 25 000, ce sont des techniciens de maintenance, des chaudronniers, des commerciaux, avec une base fixe et un variable derrière. Ce sont 30, 40, 50, 60 000 euros. Ce sont toutes les fonctions. 75% des fonctions pénuriques aujourd'hui sont à moins de 70 000 euros. 75%. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est quoi le délai, puisque vous avez parlé d'un ciblage, c'est vraiment très précis, hein, vous posez vraiment une petite, puis vous envoyez le missile, pour faire une métaphore horrible, entre le moment où vous allez identifier, préparer, cibler, téléphoner, et le moment où vous allez emmener ce candidat dans l'entreprise. Parce que c'est quand même pas rien tout ça. Non, on dit souvent aux clients qu'il faut anticiper son recrutement en chasse de tête. Il faut anticiper 8 semaines. Minimum. On va dire une moyenne de 8 semaines pour avoir suffisamment de candidats à embaucher. Donc, si vous avez un besoin en recrutement, anticipez-le, n'attendez pas, n'espérez pas avoir un candidat en 15 jours. C'est pas de la magie, il faut aller les chercher, c'est un vrai travail. Il faut lui donner envie avec un salaire, avec des propositions alléchantes quand même. Oui, mais pas nécessairement, c'est fini ça. Il y a une quinzaine d'années, ça a évolué. 30 ans que je fais ce métier, il y a 15 ans, ou même il y a encore 10 ans, le salaire était critère numéro 1 chez les candidats, c'est aujourd'hui critère numéro 3. Le 1, c'est quoi avant de nous quitter? C'est ce dont vous parlez avec tout le monde. Le bien-être. Oui. C'est l'endroit où je travaille, c'est la possibilité d'avoir du télétravail si possible. C'est ça. C'est tout ce qui est autour du poste. Exactement. Merci Olivier de Préville de nous avoir éclairé sur ce métier de chasseur de tête qui est quand même un métier de très très fin. D'orfèvrerie, fondateur de Headhunting, qui est une filiale du groupe OP-Search. 140, vous arrivez à 180 collaborateurs. Ils recherchent des collaborateurs. Hein, j'en recherche 80. 80, donc vous recrutez. Voilà, c'est un double sujet. Et tout le monde salarié. Et tout le monde salarié, que les choses soient claires. Merci de nous avoir rendu visite et vous êtes membre de Croissance Plus. Par ailleurs, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi, c'était un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Alex au son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.